t'as des formats de CV, de motivation stricts à devoir respecter. C'est pas comme chez nous, on fait notre propre truc. Non, c'est un formulaire, tu le remplis. Et c'est ça qui va te servir. Aujourd'hui, je reçois Quentin. Il vit entre la France et le Japon. Tu le connais peut-être déjà sous le pseudonyme Quentin et Japon sur Instagram, où il nous fait partager son amour du Japon et où il nous explique souvent les différences culturelles entre la France et le Japon. Aujourd'hui, on va pouvoir discuter avec lui de tout ce qui est financier, le budget pour déménager au Japon, mais aussi l'argent qu'il faut prévoir pour y vivre au quotidien. On va aussi discuter ensemble des différences culturelles entre la France et le Japon d'un point de vue financier. On va donc parler de la relation à l'argent au Japon par rapport à celle qu'on entretient en France. Alors c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Salut Quentin, bienvenue chez Nomadi. Merci de m'avoir accueilli. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire qu'est-ce qui t'a amené à vivre entre la France et le Japon? Alors déjà, bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien en tout cas. C'est l'habitude de faire des lives, pardonnez-moi. Comme dit, je m'appelle Quentin, je vis entre la France et le Japon. J'ai vécu 3 ans au Japon, j'ai passé une bonne partie de ma vie d'adulte là-bas, en fait. La raison, ça a été assez simple, c'est que j'ai passé une grosse partie de mon enfance et de mon adolescence dans des hôpitaux, etc. J'avais jamais voyagé, j'étais jamais parti. Et après le lycée, j'ai pas pu aller à l'université, je me suis retrouvé à construire des voitures chez Peugeot, à la chaîne. Je me suis dit, non, j'ai pas envie que ma vie soit ça. J'ai envie de partir loin. J'ai choisi. Il y avait plein de pays qui étaient loin, les États-Unis, le Japon, l'Australie. J'évitais les pays chauds de base parce que j'aime le froid. Donc je me suis dit dans le continent africain, je me suis dit j'allais avoir trop chaud, sûrement. Je me suis dit voilà. On n'a pas si chaud au Zimbabwe. On est C'est juste vrai. bien, juste ce qu'il D'accord. faut. Ouais. 25 Après je degrés suis en moyenne très toute l'année. ah là c'est déjà trop pour moi, tu vois. Moi je suis un Alsacien, j'ai l'habitude du -10 en hiver, tu vois. Je suis un mec comme ça. Mais donc du coup j'ai bien foiré mon coup en arrivant au Japon avec l'été insupportable et l'humidité. Je l'ai appris à mes dépens. Je pensais que ça allait être comme nous, mais voilà. Alors moi, j'ai jamais été au Japon. C'est que ça ressemble à quoi la température l'été? Bah, en fait, on est vers les 35-36. C'est comme en Alsace, mais c'est l'humidité. En fait, tu sors, t'as l'impression que t'as un poumon tellement il fait humide et lourd. Tu sors, tu transpires directement. Et c'est là, en fait, qui est le plus compliqué. C'est pas tant la chaleur que l'humidité qui fait que ce soit compliqué. Et donc, du coup, bah, pour le Japon, bah, j'ai fait mes choix de manière assez simple, hein. J'ai dit l'Australie, j'ai pas envie de mourir par une chose vénéneuse. Les États-Unis, autant j'aime bien les films américains, autant je me dis, mais non, ça m'intéresse pas plus que ça. Il me restait les pays d'Asie dans ce cas-là. Je connaissais rien à la Chine, mis à part les films de Jackie Chan. La Corée, je connaissais rien du tout. Et le Japon, presque rien non plus, mis à part les 3 animés que j'avais regardés en étant adolescent. Donc j'ai fait limite à pile ou face, mais je suis parti comme ça au Japon. Et en arrivant sur C'est place, ben, fou. ça a été... Parce que souvent, quand tu parles avec des gens qui connaissent le Japon et qui adorent le Japon, en fait, il y a Mhm, ces rêves avant, pendant des années, de partir, tout un imaginaire qui est créé autour du Japon, qui fait mhm. qu'un jour, ils prennent la décision d'y aller. Mais pas du tout. Non. Alors, je dis pas, j'ai déjà vu des images quand j'étais petit, certes, des images, des trucs, et aussi comment dire, bah, les fameux préjugés qu'il y avait, qui étaient tous positifs, les Japonais étaient gentils, respectueux. Forcément, j'avais cette image-là. Ça donne aussi envie. Mais j'étais pas fan du Japon. Je me disais, ce serait bien. Du coup, qu'est-ce qui t'a surpris la première fois que t'es arrivé sur place? Je me souviens encore, c'est je suis arrivé dans le train. Tu sais, bah, en fait, j'arrive à l'aéroport, j'étais arrivé à Tokyo. J'étais dans une école de japonais, comme ça on met le contexte. Hein. J'étais dans une école de japonais pour apprendre le japonais. Je me suis dit, si déjà je me barre longtemps. Donc voilà, j'ai fait un visa d'étudiant, j'ai trouvé une école de japonais, j'ai pris mes économies, j'ai fait au revoir. Et voilà. Et bah, je suis arrivé, il était environ 20 heures. Alors, j'avais jamais quitté la France ou ma ville avant ça. Que je suis parti tout seul à Tokyo comme ça a été un petit peu compliqué. Je me suis débrouillé avec un anglais approximatif au début. Et donc en fait, alors moi je viens d'une petite ville alsacienne, une ville moyenne en Alsace, et de là t'arrives Tokyo, 40 millions d'habitants, le choc est grand. Le choc est très grand. Bah en fait, je me souviens quand j'étais dans le métro, enfin pas dans le métro, mais encore dans le Narita Express, parce qu'en fait t'as 2 aéroports à Tokyo, t'as le Haneda et Narita. Haneda c'est plus centré, mais souvent le billet d'avion coûte plus cher, prenez ça en compte. Mais voilà, il coûte plus cher.
Donc j'arrive à Narita. Il faut prendre le Narita Express. C'est une sorte de TGV qui relie directement à Tokyo. Il y a environ 1 heure de TGV. Enfin, c'est plutôt un RER, je crois qu'ils appellent ça comme ça, les Parisiens, un RER, un TER en Alsace. Et c'est une sorte de train de campagne. Et en fait, en passant dedans, je voyais, il était presque 21h30, 22h, parce que bon, il n'a pas toutes les 5 minutes. Et même à ce moment-là, tu voyais des gens travailler dans la rue avec des gros groupes électriques qui étaient là en train de travailler sur les routes, à réparer les routes, à faire des travaux, etc. à plus de 22 heures. Là, j'étais, ah oui. En fait, c'est les gens, ils travaillent constamment. Donc, tu as des travaux journée et nuit. Et c'est ça, en fait, ce qui m'a surpris. C'est déjà le nombre de personnes, les lumières partout, certes, mais des gens qui bossent 24 heures sur 24. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça bosse. Tout le temps. Et ça s'est confirmé après, quand tu es arrivé en ville et que Hmm. t'es parti à l'école? Ouais. Oui, oui, oui. Ça va dépendre évidemment du type de travail. Il y a le fameux salaryman. Le salaryman, c'est l'homme salarié au Japon. C'est tout un univers. C'est un symbole même du Japon, le salaryman, qui est l'homme employé qui a été très valorisé au début des années 40, post-Seconde Guerre mondiale en fait, où là l'économie japonaise a grimpé. Donc tu avais les salaryman qui étaient là pour l'entreprise avec des contrats à vie. Et du coup, c'est les hommes, parce que les femmes travaillent très peu au Japon, on va en parler si tu veux après. Mais disons que à cette époque-là, c'était encore pire que maintenant, où c'était femme au foyer. Tu fais à manger, tu fais le ménage, t'occupes des enfants, moi, homme, je ramène l'argent à la maison. Et c'est comme ça que ça se faisait. Et même encore maintenant, c'est très présent, en fait. De moins en moins, mais c'est très présent. Donc en fait, c'était... Alors le monsieur, d'où le terme salariman, fait des heures supplémentaires de fou furieux, pas forcément payé. Ils se donnent à fond pour l'entreprise pour avoir des petites augmentations. Il y a toutes les sorties après le travail où ils vont picoler à fond pour rentrer à 1 heure du matin le lendemain, alors que c'est en semaine, hein, c'est le lendemain, ils sont à nouveau au boulot à 6 heures. Allez, on y va. Et ça, c'est le principe du salaryman. C'est oui, ils travaillent constamment. Alors depuis 2010, ça évolue. Déjà à partir des années 90, il y avait de moins en moins. Parce que l'économie japonaise était moins grande, donc tous les avantages des salaryman avec le contrat à vie, par exemple, qui avaient diminué. Et là maintenant, je suis désolé, c'est parce que j'ai fait une vidéo sur le salariman il n'y a pas longtemps. Et en fait, depuis 2010, c'est beaucoup moins présent parce que il y a l'expansion des auto-entrepreneurs, des freelances, du télétravail. Tout ça, ça a remis en cause l'archétype et le fait du salariman. Donc ça a changé, mais c'est toujours des accros au boulot, mais pas forcément, ça vient pas forcément d'eux, mais ce sont toujours des accros au boulot en tout cas. Et c'est grave en fait, tu vois. Alors j'habitais à l'ouest de Shinjuku. Shinjuku, c'est un gros quartier de Tokyo. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un des quartiers les plus connus, denses. C'est à côté de Kabukicho, qui est d'ailleurs le quartier mafieux où il y a toute la prostitution. C'est l'un des gros quartiers de Tokyo et j'habitais à l'ouest de Shinjuku. Et en fait, l'ouest de Shinjuku, c'est un endroit où il y a beaucoup de business. C'est un truc plus business. Il y a l'hôtel de ville, etc. Donc tu vois des grands bâtiments d'entreprise à 1 heure du matin, toujours avec plein de lumière allumée, donc des gens qui y travaillent toujours. Et en fait, tu vois tous les touristes qui sont là. Waouh, ça donne tellement une bonne ambiance à la ville. Tu te dis, ouais, mais là, dis-toi que c'est un mec, il est 2 heures du matin, il est encore sur son boulot, il est sûrement venu, il était 8 heures du matin, quoi. Et c'est toujours ça. Et la différence entre les hommes et les femmes, est-ce que c'est un truc qui a aussi évolué récemment? Alors, la différence, c'est que, comme je t'ai dit, c'est femme au foyer. C'est les femmes au foyer, c'est parce qu'il y a toujours le côté de c'est l'homme qui doit le faire, c'est le rôle de l'homme, comme dans beaucoup de cultures au final, mais au Japon c'est encore très présent. Euh, Et donc en fait, la raison est assez simple, c'est que mais madame, maintenant tu es maman, faut s'occuper des enfants. Et en tant que mère et t'as ta fibre maternelle, tu vas pas pouvoir te mettre à 100% au fil de l'entreprise. Et nous, on a besoin de quelqu'un qui se dévoue à 100% à l'entreprise. Ce serait inutile pour nous. J'exagère peut-être un peu les termes et tout, mais c'est pour Ouais, ça imager. donne une idée. Ouais, Ça ça donne donne une une bonne idée. idée de la perception, pas forcément de la femme et du rôle qu'elle doit avoir dans le foyer, mais de la dévotion au travail. Ouais, il y a de ça. Il y a ce cliché-là, où certes, la dame est à la maison, mais c'est elle qui gère le foyer. L'homme donne l'argent à la femme qui gère tout le budget.
c'est elle qui éduque les enfants, donc les enfants sont toujours du côté de la maman, alors que l'homme, lui, devient un porte-monnaie au final. Lui, c'est lui qui ramène l'argent. Alors certes, il rentre à la maison, il a sa nourriture, il pose les pieds sous la table, c'est elle qui fait couler son bain, etc. Lui, il a rien à faire une fois à la maison. Alors c'est très cliché, évidemment, là c'est très cliché, ça évolue, mais c'est encore que ça arrive. Mais après, c'est la femme, la chef du foyer, ça reste quand même la femme au final. Pas si soumise que ça finalement. Comment ça se passe il rentre à la maison, il reçoit son salaire Là, je pourrais directement. pas te dire. Comment ça fonctionne? Tu sais pas ça? Là, je pourrais pas vraiment te dire. La plupart du temps, c'est il y a un compte commun, je pense. Bah d'ailleurs, je me souviens même que des amis français, quand ils étaient engagés avec des japonaises, pour moi, je venais d'arriver au Japon, hein, un jeune con. Bon, je suis toujours un jeune, je suis toujours con, mais moi. Mais j'avais 19 ans, je débarque au Japon. Et pas, ils ont dit, Quentin, si tu te mets en couple avec une japonaise et que tu te mets marié, ne fais jamais un compte commun. Jamais. Jamais. Elle va te ruiner, elle va prendre toute ta thune, elle va pouvoir se barrer du jour au lendemain. Au revoir. Parce que là, c'est un gros problème des Waouh. couples mixtes. C'est un gros problème des couples mixtes. Est-ce qu'ils avaient des exemples? Est-ce qu'ils t'ont donné des exemples concrets de ça? Parce que moi, j'avais vu des vidéos passer où il y a un témoignage d'un Français qui dit que le jour au lendemain, il rentre de chez lui et sa femme a disparu avec les enfants et il sait pas du tout où ils sont, elle a tout pris. Est-ce que toi, tu as eu des témoignages comme ça pendant tes séjours? Pas de témoignages directs, en tout cas, qui se sont barrés. Parce que bah, souvent, des gens, ils étaient à peine plus âgés que moi, ou ils venaient juste de s'engager, donc ça venait de commencer leur vie de couple, donc il n'y a pas encore eu ce truc-là. Mais c'est vrai que c'est un gros problème au Japon, le parent japonais qui se barre avec l'enfant. Et bien souvent avec les couples mixtes, parce que bah, souvent c'est ouais, mais ça passe pas en termes de culture finalement. Ils sont allés dans le pays du parent étranger, et ça plaît pas, elle s'est rebarrée. Le gouvernement japonais, vu qu'il y a une pénurie d'enfants, va être, ah, mais non, c'est compliqué, on va pas trop aider. Et du coup, d'un point de vue juridique, c'est toujours en faveur de la femme? Du parti japonais. Du parti japonais. C'est souvent la femme qui se barre au final, qui fait ça Et comme quand ça. tu commences à sortir avec une japonaise, est-ce qu'il y a des codes particuliers du dating? Par exemple, si tu vas vivre aux Pays-Bas, avant même de sortir, on t'envoie l'app pour partager l'addition. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont hyper spécifiques au Japon? T'es un homme, tu payes. Y a pas de secret, Ok. tu payes. Tu Bon, bah, payes. moi, c'est clair. Faut pas se tromper. Non, 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 non. Bah, c'est très simple. En fait, ça fait partie aussi de la drague au Japon. Ok, c'est intéressant du coup, hein, si jamais vous êtes célibataire, vous arrivez au Japon. Tout à l'heure, tu disais que tu as pris toutes tes économies pour aller au Japon. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du budget qu'il faut quand tu déménages au Japon, que tu es célibataire, ou même si tu as des notions déjà sur les enfants, les frais de scolarité, etc. Alors déjà, élever un enfant, ça coûte extrêmement cher au Japon. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Japonais aussi n'ont pas d'enfants. C'est pas juste il n'y a pas le temps, c'est que ça coûte beaucoup trop cher. Alors en France, on a cette chance d'avoir beaucoup de choses aidées. Bah déjà l'accouchement, je crois qu'on paye pas l'accouchement en France, je suis plus sûr. Mais je crois qu'on paye pas ou pas cher ou voilà, parce qu'on est remboursé en France. Moi, j'avais une assurance santé internationale pour mes trois enfants. Et donc, j'ai rien payé. Et un de mes accouchements était en France. Et de toute façon, je pense que si tu as une sécurité sociale, une mutuelle, tout est pris en charge à 100%. Alors qu'au Japon, bah tu payes déjà, si je me trompe pas, c'est à revérifier, mais si je me trompe pas, je crois que c'est 2 000 € l'accouchement. Voilà. C'est à revérifier. Après, bah, il y a toute l'éducation des enfants qui est faite avec le fait que c'est la meilleure école, et la meilleure école, bah, c'est une école qui coûte cher. En fait, pour l'école au Japon, faut être dans le meilleur des primaires, pour ensuite être dans le meilleur des collèges, pour dans le meilleur des lycées, pour la meilleure des universités. C'est la réputation de l'école qui compte plus que ton diplôme. Alors certes, pour être dans les meilleures écoles, il faut les bonnes notes, donc il faut travailler à fond. Il y a beaucoup d'heures de bachotage, des cours particuliers. Des fois, ils y vont même le dimanche à l'école pour des cours particuliers pour le faire. Mais ces écoles, qui sont bien réputées, sont des écoles qui coûtent. Il y a de Est-ce que ça. tu as une idée du budget moyen par enfant? Je pourrais pas te dire ça, je pourrais pas te dire, mais je sais aussi que par exemple, bah, il y a l'uniforme il n'est pas gratuit, et je crois que l'uniforme, bah, c'est dans les 200 € les deux uniformes. 200 ou 300 € les deux uniformes, déjà. Après, bah, pour te donner une idée aussi, j'ai un ami qui m'avait dit, Quentin, si t'as le choix d'aller à l'université au Japon, que tu vas dans une université nulle, ne va pas à l'université, tu vas juste payer pour rien.
Parce que en fait, c'est la réputation de l'université qui va faire que. Et Voilà. toi, t'étais à l'université à prendre des cours de japonais pour les étrangers? Non, Non, tu moi faisais j'étais dans quoi? une école de langue. C'était une école privée pour apprendre le japonais. C'était que fait pour ça. T'avais pas de diplôme Et par la ça coûte suite, mis à combien? part. Et alors en général, maintenant, ça coûte environ 3 000 € les 6 mois. Voilà. 3 000 € les 6 mois. Bah, c'est beaucoup moins cher que à quoi je m'attendais. Tu vois? Comme quoi? Bah, quand je me renseignais au tout début, la première école que j'ai faite, parce que ça a descendu. Et ça aussi, c'est merci au Covid, ça a tout descendu parce qu'ils étaient en galère. Mais ça dépend aussi alors des écoles. Ma première école que j'ai faite, moi j'ai pris la première qui venait parce que ah oui j'ai trouvé parce que j'avais aucune notion, tu vois. Bah, c'était 5 000 € les 6 mois en première. 5 000 les 6 mois, presque le double. Ça fait mal. Ça fait mal. Parce que vous prenez en plus le billet d'avion, le prix du loyer, de la nourriture, le métro. C'est ça le plus gros budget au Japon, c'est le métro au final. Combien ça coûte? Ouais. C'est ça en fait le plus compliqué. Parce que je sais pas comment c'est là où tu es. Je sais pas comment ça fonctionne les transports en commun. Mais alors en On n'a France, pas bah, de tu sais, transport. c'est souvent. Pardon. Non, si, si. Pardon. Si, si, on a des minibus qui passent à côté à des heures complètement aléatoires et qui j'avais pas ça. D'accord. Ouais. Du coup, bah alors en France, c'est par zone. Si tu payes ton abonnement, t'as ta zone. Au Japon, faut bien comprendre que le métro, c'est fait par des entreprises privées. Donc, chaque ligne de métro coûte un prix différent. À côté de ça, tu payes à la distance. Le prix de la distance d'une station, qui coûte, on va dire, une moyenne de 130 yens. Alors, pour un japonais, c'est l'équivalent de payer 1,30 €. Pour nous, ça fait genre 80 centimes une station. Et après, ça augmente, on va dire, de 20 yens ou de 10 yens par station en plus. Donc de 20 centimes, etc. Et comme en fait, si tu dois faire des changements, bah c'est très compliqué de prendre ça en compte. Mais c'est juste l'aller au final te coûte facile si tu dois partir un truc à 20 minutes de chez toi, l'aller te coûte 3 €. Le retour 3 €. Tous les Et jours. là du coup, tous les jours. C'est pour ça qu'il y a des sortes d'abonnements, mais les abonnements se font de la station A à la station B, et toutes les stations entre les deux ne sont pas payantes en soi. Si tu t'arrêtes au milieu, tu peux. Mais donc du coup, bah tu payes, et tu peux faire autant de fois l'aller-retour que tu veux, cependant pendant un mois ou 6 mois, ça dépend de la durée de l'abonnement que tu prends. Voilà. Et Et sur le logement, du coup, il faut prévoir quoi comme budget? Est-ce que tu disais que tu habitais à Shinjuku? ah, C'est le quartier le plus abordable? C'est là non, non, où non, c'est le non, non. plus Alors intéressant à vivre quand t'es étranger et que t'arrives? Dis-nous un petit peu c'est quoi Shinjuku, si je prononce bien. alors c'est dans l'ouest de Tokyo. Faut bien comprendre une chose pour Tokyo, c'est que la majorité des choses intéressantes se fait à l'ouest de Tokyo. C'est en termes de voyage. Donc si jamais vous voulez, venez sur l'ouest de Tokyo, parce que sinon vous allez casquer en termes de métro. Ou sinon, même en termes de travail, c'est là où il y a plus de travail. C'est là en fait où il y a tous les trucs de business, de tourisme, d'hôtels, etc. C'est là où il y a beaucoup d'opportunités, c'est sur l'ouest de Tokyo. Voilà pourquoi, quand j'essaie de trouver un appartement, j'essaie d'aller sur Tokyo West. Parce que même si je paye, admettons, 100 € plus cher par mois, ou 50 € plus cher par mois en termes de loyer, je le rentabilise avec l'abonnement de métro. Voilà, je rentabilise avec l'abonnement de métro. Donc c'est cool. Donc du coup, Shinjuku est quand même un quartier assez cher. Mais j'avais juste trouvé le bon plan parfait en termes de prix. C'était un truc... Alors, en tant qu'étranger, faut comprendre, trouver un appartement, c'est compliqué. Surtout si on reste moins de 2 ans. Parce qu'au Japon, eux, ils se cassent pas la tête à dire non, on n'est pas raciste, ou non, on veut pas d'étrangers, non, c'est pas parce que t'es pas étranger, c'est pas parce que t'es étranger, pardon. Non, c'est non, on veut pas d'étrangers dans cet appartement. Voilà, c'est dit. On veut pas d'étrangers chez nous, dans cet immeuble-là, c'est interdit, le propriétaire, il veut pas. Au moins, c'est clair. Au moins, c'est clair, voilà. Et souvent, ce sont des bails de 2 ans minimum. Donc, si toi, t'as un visa d'1 an, 6 mois, c'est compliqué. Très compliqué. Très, 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 très. C'est pour... Est-ce que du coup, c'est pour ça qu'ils veulent pas d'étrangers? C'est lié au fait que de toute façon, ils savent qu'ils vont rester 6 mois, 1 an et que ça fera pas les 2 ans Il y a de de contrat? ça, mais il y a aussi le Japon est un pays très fermé. Est un pays très fermé. Je suis déjà entré dans des magasins où il y avait marqué Fuck foreigners, tu vois dessus, voilà. Euh, Au donc moins, c'est voilà, clair, ils annoncent la au moins couleur tout c'est de clair. suite. Bah, entre temps ils ont changé, ils ont retiré, ils ont dit si vous êtes un étranger et pas intéressé par la mode, n'entrez pas. Ils ont changé. Ah ah.
Je me souviens d'une vidéo que tu avais fait où tu nous faisais visiter ton appartement. Comment tu l'avais trouvé du coup? Est-ce que tu veux nous raconter un peu l'état de l'appartement et comment ça se compare à d'autres logements sur le même quartier? Alors du coup, pour les appartements, moi, j'en ai plusieurs, parce que c'était pas un appartement privé, c'est ce qu'on appelle des share house, donc des colocations. En tant qu'étranger, il va falloir passer par là, très certainement. Mis à part si on reste longtemps ou que c'est un appartement de fonction, c'est possible d'avoir un appartement de fonction si on est avec une bonne entreprise, voilà. Mais les share house, bien souvent, c'est par là qu'il faudra passer. Et les propriétaires se gavent. Tu passes par un site internet, tu as plusieurs entreprises. Tu as Sakura House, tu as Oak House. Moi, j'étais toujours passé avec Fresh Room au début. Fresh Room, ma première école m'avait aidé en fait l'école avait des partenariats avec des, des logements. Donc, du coup, aidait les étudiants à trouver des logements. Et c'est comme ça que je trouve mon premier logement. Après, j'étais tout de suite retrouvé avec Fresh Room quand j'y étais retourné. Et par la suite, il y a des sites en fait qui sont très pratiques, qui sont des sites qui sont genre le Amazon du logement. Ah, voilà la carte de Tokyo où toutes les entreprises de share house qui sont chez nous, elles sont ici, ici, ici et là. Vous avez les chambres, les commodités, le prix, la taille, bla 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 bla. Et c'est comme ça que je passe. Je passe par ça. Ça s'appelle Tokyo Share House. Tokyo Share House, voilà. C'est assez explicite. Est-ce que ça coûte, cher? C'est quoi le budget en fait ou la plateforme qui coûte la moins cher pour trouver un logement, comme ça ou c'est à peu près toute la même chose? Je pense que c'est à peu près toute la même chose. Ça va dépendre aussi de ce que fournissent les choses, hein, parce que t'as des logements, des logements où par exemple ils te donnent quelqu'un qui vient passer ménage 2 fois par semaine en plus. Il y en a où c'est toi, tu te débrouilles tout seul. Évidemment, c'est des coûts supplémentaires. Après, ça va dépendre aussi. Est-ce que tu veux une clim ou pas chez toi? En général, il y a une clim dans ta chambre, mais quand même. Est-ce que tu veux un frigo ou non? La manière où c'est placé à Tokyo, parce que même la même entreprise, la même chambre, avec les mêmes commodités, la même taille, tu changes de quartier, le prix il peut faire x2. Alors moi, je payais en général entre 65 et 75 000 yens. Attends, je vais faire la conversion avec Internet, je prie de m'excuser. La conversion Non, actuelle, vas-y, comme ça on pourra avoir une idée si, demain il y a un des auditeurs qui veut se lancer et partir seul au Japon, ça peut donner déjà des bonnes informations. 75 000 yens à l'heure actuelle, c'est 477 euros. OK. Donc quand tu pars, tu prévois le budget pour, ce logement, tu prévois ton budget pour, l'école et puis, l'alimentation, le métro. Est-ce que tu savais déjà que ça serait cher? Non, pas au début. J'ai fait, ah, pas 100 euros de métro par mois? Ah oui! Ouf! Ouf! Et là, c'est OK. juste pour aller jusqu'à l'école. Et donc, quand je dois sortir, je paye encore plus. Oula! Et du coup, si tu cherches un travail, parce que là, t'étais parti pour étudier, est-ce que tu avais essayé de trouver un travail? Est-ce que c'est facile pour les étrangers de trouver un poste à Tokyo? Alors, comme moi, j'avais prévu aussi de faire ça pour profiter un peu de ma vie, vu que j'avais pas vraiment profité de la vie, bah, je me suis dit, je prends mes économies, j'ai assez. De base, je devais partir 6 mois, j'ai pas bossé à côté au début. J'ai pas bossé à côté, je voulais profiter, j'avais déjà les études, j'ai dit, allez, quand profite un peu de ta vie, et voilà. Mais alors, en tant qu'étranger, de base, ce qu'on peut faire en tant que travail, c'est des trucs très simples, hein, mais travailler dans le restaurant du pays d'où tu viens, français travailler dans un restaurant français, travailler dans les cuisines, euh, homme de ménage, d'entretien, ce genre de choses. Voilà, il y a tout ça. C'est en général, on fait des choses comme ça. Bah, il y a tous les sites internet pour trouver des appartements, enfin pour trouver des emplois, c'est assez facile, je pense. Alors que moi, en fait, le travail que j'ai trouvé sur place, je vais pas te mentir, j'ai été pistonné. C'est bien d'avoir des contacts. Donc, j'ai pas eu besoin de chercher outre mesure quand j'en ai cherché un. Ah C'est un ami super. français qui travaillait dans un hôtel. Il fait Quentin, je me barre parce qu'ils peuvent pas me faire un temps plein. Et moi, maintenant, je suis marié, il me faut un temps plein. J'ai trouvé un temps plein, je me barre. Et j'ai pas envie de les laisser dans la merde, donc vas-y si tu veux. Voilà. Voilà, de manière très simple, ça a été fait comme ça. Donc j'ai pas passé un entretien d'embauche vraiment classique japonais, parce que les vrais entretiens d'embauche c'est long, c'est très long. Des fois t'en as plusieurs, t'as des formats de CV, de motivation stricts à devoir respecter. C'est pas comme chez nous, on fait notre propre truc. Non, c'est un formulaire, tu le remplis, et c'est ça qui va te servir. C'est un truc pré-rempli. Que c'est Et obligatoire de parler japonais? ça dépend du travail. Ça dépend du travail. Bah là d'ailleurs, bah, j'ai
j'ai tourné une vidéo qui sortira d'ailleurs aujourd'hui, voilà. Ça sera sûrement sorti quand le podcast sortira. Comment dire, c'est le principe de On pourra mettre Jet. le lien dans la Jet, description. ok, avec plaisir. Jet, en fait, c'est un partenariat entre le Japon et d'autres pays qui aident en fait les personnes qui veulent enseigner sa propre langue au Japon, dans des écoles au Japon. Mais tu choisis pas où tu vas aller. C'est souvent dans des zones très rurales. Et tu es assistant comment dire, assistant de langue, situé dans un pays partenaire. T'es payé 21 000 euros par an. Ils te payent le billet aller pour aller au Japon. Alors t'as d'autres trucs, hein. T'as aussi organisation d'événements internationaux, t'as aussi pour être coach d'équipes sportives locales, etc. T'as plein de trucs. Ça c'est les trois gros trucs, mais t'as surtout assistant et l'assistant d'études. Enfin l'assistant professeur, t'as pas besoin de parler japonais, t'as pas besoin d'avoir fait des études d'enseignant, t'as juste besoin d'une licence, une licence minimum. Et après tu fais ton entretien d'embauche. Voilà. C'est le sujet de la vidéo, voilà, donc je parle après. Ouais, c'est une Voilà. super Donc il y a opportunité ça ça. pour ceux qui veulent découvrir le Japon ou un autre pays et de manière beaucoup plus simple que de partir un peu seul avec son sac à dos et se dire on va au Japon, on verra bien ce qui va se C'est passer. ça. Surtout que là, t'arrives, t'as un emploi directement, je crois même que t'as un appartement de fonction. Voilà, ils te trouvent l'appartement et tout, donc c'est cool. Mais c'est après, faut comprendre que c'est souvent dans des zones rurales, dans des petites villes, donc faut pas s'imaginer qu'on sera dans les grandes villes comme Tokyo, parce qu'évidemment, bah à Tokyo ou même à Osaka ou à Kyoto, c'est là où il y a plus d'étrangers, donc évidemment, ils sont pas à la recherche de nouveaux professeurs, parce que la majorité des étrangers ont cette idée-là. Je vais être professeur, je vais enseigner ma propre langue. C'est le truc le plus simple, au final. Oui, c'est très simple aussi pour trouver un poste pour toutes les femmes d'expat qui ont suivi leur conjoint, ou les hommes qui suivent leur conjointe. Si on a la possibilité d'avoir un visa, ça permet vraiment très rapidement de trouver un emploi. Et je crois qu'il y a des formations en ligne aussi qui permettent en 6 mois de se perfectionner sur l'enseignement de la langue française à l'étranger pour aussi avoir quelques tips pédagogiques, etc. Ou si on se sent moins à l'aise de se lancer tout seul. Est-ce que tu es prêt pour qu'on rentre dans des sujets un peu plus lourds sur la relation à l'argent? Oh, je suis partant, je suis partant. Ouais, je suis à fond. Comment est-ce que les Japonais perçoivent l'argent? Est-ce que c'est un tabou comme en France? Pire ou pas du tout? Je pense très sincèrement que c'est moins un tabou au Japon qu'en France. Parce qu'en France, on a vraiment ce truc de ah non, je dis pas combien je gagne. Ah là là, non, 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 non. Alors qu'au Japon, non. Au Japon, c'est pas un tabou. Alors, c'est pas un sujet de conversation que j'avais fréquemment avec mes amis parce qu'en fait, bah, on parlait de nous, de nos vies, en mode ouais, on va kiffer et tout. En soi, quand je rencontrais des personnes dans un bar ou autre, on n'avait pas de tabou à dire oui, moi j'arrive à gagner tant et tant, j'arrive à faire ceci, j'arrive à faire cela, blablabla. Il y a, je pense, moins cet aspect de jalousie au Japon qu'on a en France vis-à-vis de la réussite et du coup de l'argent. Est-ce que du coup c'est bien vu de bien gagner sa vie ou de le montrer? C'est bien vu de bien gagner sa vie, ça je pense que c'est pareil. Euh, le montrer, voilà, ça va dépendre je pense, de la personnalité de chacun. Là, je pourrais pas te dire. Je pense pas que ce soit très mal vu. Il y a juste des gens qui vont me prendre pour un frimeur. Ça comme toujours. Ouais, ok, t'as l'argent, mais ça sert à quoi de le montrer? Ça c'est comme partout. C'est pas spécialement mal vu, je pense. Donc c'est quand même assez proche des Français finalement. Est-ce que tu as des conversations à la maison autour de l'argent? Est-ce que les familles parlent d'argent, d'investissement, d'épargne Euh, à la maison avec les enfants? Avec les enfants, non, je pense pas. Avec les enfants, c'est souvent le truc de la sécurité, avec le fameux salaryman, je te disais. C'est sont en sécurité. Parce que le japonais, ce que je vais dire, ça va être très péjoratif, mais je suis désolé. Je suis désolé de dire ça, de faire cette métaphore qui peut être péjorative, mais le Japon est une fourmilière et le japonais est une fourmi. Donc c'est rentre dans le moule, fais ce que tu as à faire pour aider le truc pour que tout fonctionne bien. Voilà. Est-ce que les Japonais investissent? Je pense pas qu'ils investissent tant que ça, très sincèrement. Euh, Bah, la majorité du temps, c'est dès que je vois des couples japonais, c'est bon bah on fait notre travail. On a déjà du mal à économiser, donc on va pas prendre le risque d'investir parce que le, le, le coût de la vie au Japon est un peu plus cher que celui en France. C'est-à-dire que ils ont un peu moins de pouvoir d'achat que nous. Et comme je t'ai dit avant avec les études, c'est beaucoup de choses qui coûtent cher. Donc s'ils ont des projets d'enfants ou quoi que ce soit, ils ont préféré économiser plutôt qu'investir, je dirais.
mis à part s'ils ont déjà, en fait, si c'est dans leur personnalité, bah, c'est comme tout le monde, hein, s'ils ont déjà leur personnalité d'investir, d'être dans l'aventure, entre guillemets, là, ils le feront d'office, je pense. Mais ils sont plus dans l'optique de garder un petit pécule de côté au cas où s'il y a un petit souci, ou s'ils veulent un enfant, ou autre. Ouais, puis aussi, je crois que tu avais un crash de la bourse japonaise qui avait fait qu'après, de toute façon, ça détruit la confiance de l'épargnant et que depuis, on n'est toujours pas remonté à une moyenne enfin, qui serait acceptable par rapport aux autres marchés. Parce que je pense que ça joue, ça. Bah, alors là, ça commence à remonter. Par exemple, l'été dernier, quand j'y étais, le yen, enfin, l'euro était à 176 yens, tu vois. Maintenant, il est à 158. Il a remonté, le yen. Il a remonté en moins d'un an de 20 yens. Mais je me souviens quand j'étais au Japon les premières fois, on n'était même pas je crois qu'on était à 140. 140 ou dans les 130. Là, de tête, c'est comme ça. Donc le yen s'écroule petit à petit. Alors là, cet été, enfin au début 2024, il s'est craché comme pas possible. Ça a été compliqué pour eux. Après, ils ont fait un bad move, si on peut appeler ça comme ça. Ils ont racheté leur propre monnaie. C'est pour ça aussi, du coup, que ça a augmenté avant de recracher. Et là, ça remonte petit à petit. Mais jusqu'à quand, jusqu'à où, je sais pas. Et sur l'immobilier, si je suis un étranger qui arrive au Japon, j'ai envie d'acheter ces maisons dans les villages que personne ne veut, je veux tout retaper. Est-ce que c'est vraiment une opportunité d'investissement qui est intéressante ou ça serait mieux d'acheter un appartement à Tokyo et de le mettre en Airbnb? Très bonne question. Faut pas oublier un truc, le Japon est sur une faille sismique. Donc les normes sismiques évoluent énormément. Et c'est ça qui est compliqué. C'est que comme les normes sismiques évoluent, les vieux appartements perdent beaucoup en valeur et aussi en termes de trucs énergétiques. Un truc à savoir, si jamais vous voulez acheter au Japon, tout ce qui est au-delà des années 90, genre en deçà, je veux dire, en deçà, donc qui date des années 80-70, c'est mort. Ça va pas coûter cher, sur le coup. Très bien. Mais ça va être un gruyère énergétique. En termes d'isolation aussi phonique, thermique, ça va être foutu. Donc en fait, on va payer beaucoup plus cher en électricité, en gaz, etc. Donc pour le vendre en Airbnb, peut-être. Je crois que le Airbnb n'est même pas autorisé au Japon. Je crois que c'est plus autorisé. À moins que ce soit récent. Je revérifie. Mais c'est faut faire attention à Et ça. du coup, ça, c'est un peu comme la France où tu as toutes les normes qui ont évolué et que du coup, à partir de cette norme-là, de toute façon, tu pourras pas le louer et que, ou Mhm. que ça va te coûter une fortune à retaper. Et c'est pour Ça ça va que tu peux coûter. racheter à un prix qui est moins cher. Ouais, c'est hyper intéressant, cette histoire de normes sismiques. Et il y a aussi un truc, c'est que tu peux acheter ta maison, mais pas le terrain. Donc tu peux avoir ta maison à toi, mais le terrain à quelqu'un d'autre. Donc si la personne veut faire ce qu'il veut sur le terrain, il veut dire. Ok, c'est la première fois que j'entends ça. Pas particulièrement sur le Japon, mais tu vois, sur tous les différents pays dans lesquels j'ai regardé un petit peu l'immobilier, souvent tu as des contrats qui fait que tu n'as pas le terrain, mais sur 25 ans comme à Bali. Est-ce que ça Je ressemble à sais pas. ça ou c'est différent? Alors ça, je pourrais pas trop te dire parce qu'en fait, c'est un ami à moi, un Français, qui voulait acheter un appartement ou une maison avec sa chérie. Il m'a juste dit ça. Il a dit c'est comme ça, donc faut faire gaffe parce que si, bon, en général, le propriétaire du terrain, il est pas idiot, je pense, j'espère, mais faut quand même faire attention parce qu'on n'a pas propriétaire du terrain. Donc, faut pas se mettre en froid avec lui et forcément, si t'achètes le terrain avec, ça va coûter beaucoup plus cher. Alors, comme tu avais dit là, les petites maisons en campagne. Moi, je dirais ça peut être sympa pour une maison secondaire. Une maison secondaire, ça peut être très bien. Mais tu vois la centralisation des pays. Tout se passe dans la capitale ou dans une grande ville. On a ça partout. Mais au Japon, c'est vraiment extrême. À tel point que le gouvernement je crois que la mairie de Tokyo donne une prime aux familles qui quittent Tokyo pour aller en campagne. Ok, À c'est tel pas point mal. c'est Combien ils te centré. donnent? Je sais plus, mais ils donnent une prime, des aides de l'État et tout, même pour les enfants. Mais ils donnent, parce qu'en fait, c'est tellement centralisé, bah, que si tu veux faire, on va dire, carrière, ou que tu as des projets, des envies, c'est pas comme par exemple en France, tu peux dire, ah, je peux peut-être essayer de faire ça à Lyon, ou à Bordeaux, ou à Marseille. Voilà, non, c'est Tokyo. Donc, ce qui fait que les régions rurales se désertisent, se rendent Désertifié. désertes, se désertifient, voilà, merci, se désertifient, oui, oui, voilà. Elles sont de plus en plus désertes, et ce qui fait que ce soit très 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 compliqué. Donc c'est pour ça que c'est aussi peu cher d'acheter une maison au final, c'est parce que c'est très désert, que c'est délabré, c'est plus entretenu, mais il y aura rien à faire. Donc pour une maison secondaire, si tu veux faire une petite vacances santé, ok,
Mais si tu veux pouvoir faire un gros business par la suite, mis à part si tu veux vraiment investir dans des entreprises là-dedans et tout, pourquoi pas? Mais sinon, eh, Et pour les financer, est-ce que tu peux les financer facilement, un achat immobilier? Comment ça se passe le système bancaire au Japon? alors là, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Ils veulent pas louer à des étrangers. Je te laisse imaginer vendre à des étrangers. Ok, donc il y a une difficulté d'accès au prêt qui fait que de toute façon, à moins d'avoir l'argent cash, j'imagine que tu pourras quand même acheter, et que c'est un processus qui est compliqué. Donc mariez-vous avec un japonais si vous voulez acheter une maison au Japon, c'est ça que tu vas me Oui, dire. ouais, mais carrément. Mais attention, parce que ce sera sûrement au nom du japonais. Ce qui facilite, c'est le fait que la personne disparaisse avec le couple. Et est-ce que ça existe, la communauté de biens dans le mariage? Ce qui est à lui est à moi? Ça, On aura une autre personne qui va venir sur le podcast qui est mariée avec un japonais. Je lui poserai cette question parce que c'est une question qui est hyper importante dans le couple en fait et il faut être bien d'accord. Est-ce qu'on, quand on se marie, tout ce qu'on va générer comme revenu, ça sera en commun ou pas? Et en fait, si bien c'est ou sûr, pas, c'est ok, mais il faut que ce soit qu'on clair soit dès le début. bien clair dès le début. Puis finalement, si c'est ce qui est à lui est à moi, sa maison est à son nom, bon bah c'est pas grave parce que de toute façon, ce qui est à lui est à moi. Donc c'est pour ça que je te posais la question. Alors, aussi, pour le truc de banque, tu me parlais des banques, ben, un ami français marié là-bas voulait ouvrir un compte en banque japonais pour créer une entreprise. Alors, étant donné qu'il est marié à une japonaise, c'est beaucoup plus facile de créer une entreprise. Il n'a pas les mêmes conditions que nous. Lui, il doit donner l'argent symbolique, genre de 100 yens, 1 euro, pour dire c'est bon. J'ai euh, j'ai ouvert mon entreprise. Après, c'est beaucoup plus simple. Mais pour les banques, c'est ah bah non, monsieur. Ah bah non, monsieur, vous n'êtes pas sur le territoire japonais depuis assez longtemps. Donc, il va falloir attendre. Ça prend du retard. Et après, c'est ah, mais vous êtes étranger. Donc, c'est qu'une carte de retrait. C'est pas une carte de paiement. C'est pas possible de faire ça pour pouvoir faire le truc de banque, etc., etc. Enfin, pour faire pour tout ce qui est, mettre sur les sites internet, pour mettre sa carte, pour les transferts, tout simplement. Et ce qui fait que ça rendait les choses beaucoup plus compliquées. Les banques ont beaucoup de mal à faire confiance aux étrangers aussi. Donc, pour faire des prêts, c'est tendu. Si je peux me permettre l'expression, c'est très tendu. Du coup, toi, quand tu arrives pour 6 mois, est-ce que tu gardes ta carte française et tu fais, tous tes paiements avec ta Visa? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu arrives quand même à ouvrir un compte pour te faciliter tes transactions? Surtout si tu gagnes de l'argent à un moment donné, est-ce qu'on te paye en cash? Ou est-ce qu'à partir du moment où tu as un vrai contrat, c'est plus facile d'ouvrir un compte en banque? En fait, c'est ça qui est un peu vicieux. Alors, moi, de base, j'avais ma visa française. D'ailleurs, ça m'a causé beaucoup de soucis, parce qu'elle avait expiré quand j'étais là-bas. Je me suis retrouvé un mois sans argent, un mois et demi sans argent. Je sautais à plusieurs repas par semaine. J'ai volé de la nourriture à des colocataires que j'aimais pas. J'ai failli me faire expulser parce que j'ai pas payé le loyer. En plus de ça, ma copine venait de me larguer. Voilà, c'est tu sens, j'ai perdu. Tu sens Oui, c'est des le... 5 étoiles. 5 Ah, étoiles. c'est parfait. Hein. J'ai perdu 6 kilos en un mois et demi. Voilà, tellement j'arrivais pas à manger et tout. Ouais, c'était tendu. C'était tendu. Ouais. Et tout ça parce que la banque française n'a pas réussi à envoyer la carte au bon endroit. Ouais, Et c'est je pas leur ai mal dit, ça. envoyez-la. Je leur ai dit, vous savez quoi, faites un transfert à ma banque japonaise. Et comme en fait, ils n'ont pas de IBAN, ils ont un code SWIFT, ouais, je crois. Donc ça, le code SWIFT n'est pas le IBAN. En fait, c'est beaucoup plus difficile de faire du transfert au Japon, en termes d'argent. Ma banquière n'a pas réussi à faire le transfert. Donc moi, j'attendais comme un con, pardonnez-moi mon langage, mais pendant plusieurs jours, de l'argent qui allait aller sur mon compte japonais pour que je puisse manger. Je Oh, c'est pétais un horrible. plomb. Elle a dû me Et dans renvoyer l'autre une sens? deuxième carte, une troisième carte. Bah ça, je sais pas, j'ai jamais fait de transfert. T'as jamais fait? Bon, pour ton Jamais. prochain voyage, t'auras accumulé trop d'épargne et que tu voudras l'envoyer en France, tu pourras me dire comment c'était, hein, faire une vidéo sur le sujet, Ça. parce que c'est hyper intéressant, tu sais. Tu habites dans un pays où finalement tu as une capacité d'épargne plus ou moins importante, mais à un bout d'un moment, si tu veux rentrer, il faut aussi pouvoir savoir est-ce que je peux facilement retransférer cet argent en France? Normalement, facile. Si c'est possible d'un côté, c'est possible de l'autre. En fait, aussi, alors, pour répondre à ta question, comment j'ai fait avec mon compte en banque, alors pour le compte en banque japonais, ce qu'il y avait, c'est que même s'il faut rester plusieurs mois sur le pays d'affilée, c'est-à-dire, admettons, t'as fait un an au Japon, mais que t'es parti, t'avais pas ouvert de compte en banque, si tu reviens, c'est trop tard. Faut faire maintenant. En fait, le temps. Faut le faire maintenant. Ça se compte pas.
tu peux quand même faire un compte en banque dès le début à la banque postale. Mais c'est une carte de retrait. Mais du coup, tu peux mettre de l'argent dessus et tout. Je sais pas à quoi ça sert vachement, mais en fait, dans le sens où c'est pas le plus utile, mais moi, ça m'a permis du coup de pouvoir faire comment dire, un abonnement à la salle de sport. On va faire un abonnement téléphonique. Parce que bah, du coup, bah, j'ai une carte bancaire japonaise. Et du coup, j'ai pu faire une demande de travail. Cependant, comme c'était qu'une carte de retrait, pour le travail, ça a été compliqué. Je me suis dit, ah, mais c'est pas possible. Finalement, ils ont fait avec mon compte en banque français. Parce qu'en fait, Et, il te faut enfin, il faut rester assez longtemps pour avoir un compte en banque japonais, mais pour rester assez longtemps, il faut assez d'argent. Pour avoir assez d'argent, c'est bien travailler. Et pour travailler, il te faut un compte en banque japonais. ok, on comprend, c'est pas si simple. Il faut anticiper tout ça si demain vous partez au Japon. Et c'est pareil, tu veux un compte en banque japonais, il faut un numéro de téléphone japonais. Et si tu veux un numéro de téléphone japonais, bah, il faut un compte en banque japonais pour que tu puisses faire un abonnement téléphonique. Ok, donc on comprend que finalement, ouvrir ton compte bancaire, c'est compliqué, que ça a un plein impact sur ta vie au quotidien. Est-ce qu'avoir un visa, c'est aussi compliqué? Ça dépend le visa. Le visa étudiant, par exemple, tout ce qu'il faut, c'est l'argent nécessaire. Tu as l'argent nécessaire, tu dis écoutez, j'ai tant et tant, regardez, ça c'est mon RIB. Non, c'est pas mon RIB, c'est mon relevé de compte, pardon. C'est mon relevé de compte, voilà. Ouais, mon RIB, donnez l'argent, prenez, donnez votre argent, voilà. Non, mais ça c'est mon relevé de compte, j'ai tant et tant. Après, tu fais la demande de l'école, hein. Pourquoi tu veux aller dans cette école, pourquoi ci, pourquoi ça, blablabla, blablabla. En général, t'as l'argent, ils disent ok. T'as un certificat d'éligibilité délivré par l'école. Et de ce certificat d'éligibilité délivré par l'école, tu vas pouvoir faire la demande de visa au consulat ou à l'ambassade japonaise. Et là, c'est facile. Après, tu as les différents visas disponibles selon ton pays. Moi, je fais aussi vacances-travail. Là, c'est plus compliqué. Il faut faire tous des détails, machin. En fait, il faut faire un plan de ce que tu veux pour y aller. J'avais fait un plan, ça n'aura pas suffi. C'était pas assez détaillé. Pas assez détaillé en termes de budget. Du coup, je leur ai fait un nouveau plan. 6 pages d'écriture sur un plan sur ce que je vais faire au Japon. J'ai calculé toutes mes dépenses jusqu'à l'avril de l'avomatique de manière hebdomadaire. Mon budget coiffure, mon budget cinéma, mon budget restaurant, mon budget lessive, mon budget achat de vêtements, mon budget salle de sport. Comme ça, je dis, vous voyez, j'ai ça. Ça rentre dans le budget. Et ça passe. Voilà. Souvent, c'est une question d'argent. C'est juste une question d'argent. Près de diplôme. Quels sont les conseils que tu aurais à donner à quelqu'un qui veut partir au Japon sans trop galérer? De prendre Revolut, la banque Revolut. Alors, moi, je l'ai jamais personnellement utilisé, parce que je suis un sale con. Pardonnez mon langage, mais je suis un sale con. Voilà, je suis borné. Je suis Tu borné. t'insultes tout seul. Ouais, ouais, non, faut dire les termes au bout d'un moment, parce que quand tu sais que c'est bien pour toi, mais que tu le fais pas, faut dire les termes. Euh, mais beaucoup de mes proches l'ont fait, alors des amis qui étaient au Japon, et même des amis qui ont émigré en Corée aussi. Bah, Revolut, c'est pratique. Il n'y a pas de frais de transaction entre les pays. Tu perds une carte, tu l'envoies facilement. Tu peux payer, tu peux retirer, tu peux tout faire avec la carte Revolut. Tout est en ligne. Et bah, c'est surtout ça, en fait, quand tu es à l'étranger, avec une banque française, tu as des frais de transaction, à chaque fois que tu retires de l'argent ou autre, c'est 1%. Ok. Mais si, admettons, tu fais... c'est très bête, hein. Mais si tu retires 100 fois, 100 fois 100 euros, bah tu te retires avec 100 euros en plus sur ton compte en banque. Et c'est rapide de retirer 100 fois 100 euros au Japon. Ça se cumule très très vite. Donc finalement, c'est des économies de zinzin de passer sur un truc comme ça, genre Revolut. C'est un super outil pour gérer multi-currency. Tu as aussi ça, tous les taux de change. De toute façon, tout à l'heure, tu le mentionnais, hein, tu passes de 176 à 158 ou dans l'autre sens. Et si tu fais des transactions aussi tous les jours, tu as deux frais en fait, hein. Tu as le coût de la transaction et tu as le taux de change qui, si tu l'as pas anticipé sur des gros montants, qui peut aussi avoir un impact énorme sur ton budget. Donc, utilisez Revolut, c'est pas sponsorisé, Non, contactez-nous. c'est pas sponsorisé du tout, mais ouais, on attend Revolut, sponsor, s'il te plaît. Voilà, sur mes réseaux, je t'attends. Mon email, c'est content. Non, mais en soi, c'est un bon conseil. C'est un très bon conseil pour Revolut. Mais comme je dis, c'est parce que je suis un sale con et que je l'ai pas fait. Mais je pense le faire cette fois-ci. Très sincèrement. Je vais Est-ce que faire. tu as des projets que tu voudrais partager avec nous, sur quoi tu travailles en ce moment?
Oui. Alors, j'ai beaucoup de projets. Comme dit, je veux retourner au Japon. Donc, j'ai mes réseaux qui augmentent. Donc, venez me suivre sur les différents réseaux. C'est Quentin et Japon. Voilà, ça fait plaisir. Merci, des bisous. Sinon, je suis en train de travailler en dehors des réseaux sociaux sur un livre de recettes. Parce que bon, je cuisine. Je suis un go muscu. Je sais que ça se voit pas. Je suis caché comme ça. Je me cache dans le noir. Mais en tant que go muscu et quelqu'un qui a vécu au Japon, j'ai décidé d'écrire un livre de recettes japonaises réorienté vers le fitness. Tout ça orienté de cette manière-là, mais avec un roman qui va amener chaque recette. C'est un roman qui va amener la recette dans l'histoire. Donc il y aura un roman plus les recettes. Le Kickstarter qui sort cette semaine, donc venez voir le Kickstarter, s'il vous plaît, ça fait plaisir. Quand est-ce qu'il se termine? Parce qu'en fonction de la date de publication, pour laisser du temps aux gens de venir te soutenir. Alors j'ai prévu de finir le truc le 4 mai. Donc le Kickstarter sera vers maximum, minimum fin mars. Minimum fin mars, la fin du Kickstarter. Donc le 4 mai sort le livre, donc tout est écrit, dessiné, tout calculé aussi, parce que calculer le macronutriments, protéines, glucides, lipides, plus les calories, ça part moi-même. Donc j'ai ça, et aussi j'ai commencé à faire une newsletter. C'est assez laborieux, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi laborieux, mais une newsletter pour des choses dont je ne peux pas parler sur TikTok ou sur les autres réseaux, mais où je vais pouvoir parler du Japon sur différents trucs, soit la culture, l'histoire, la cuisine, la technologie. Je vais faire ce Kickstarter pour mon livre, et cette newsletter sur laquelle je travaille énormément dessus, qui va bientôt sortir. J'ai fait le plus dur, j'ai fait le site, j'ai fait le plus dur. Bravo, c'est des beaux Donc projets. voilà, Pour ton livre, merci beaucoup. à combien tu vas le vendre? Tu le sais déjà? Oui, alors il y aura deux versions, version PDF et version papier. La version PDF sera à 12 € et la version papier sera vers les 29 €. Je me suis régulé vis-à-vis du prix des romans et des livres de recettes, de mélanger. Vu que c'est un mélange des deux, bah j'ai fait un mélange des deux. En sachant que là, de tête, évidemment, c'est encore un chiffre approximatif, mais il y aura environ 150 pages dessus, donc ce sera un roman de 150 pages, plus les recettes, et les dessins, et tout. Donc voilà, en plus, avec le Kickstarter, j'ai fait un troisième package, donc pour les personnes qui veulent plus, on va dire, avec un goodies d'une boîte à bento. Là, je suis en train de voir avec les fournisseurs, j'ai fait le logo pour la boîte à bento. Donc, je suis en train de voir ça, donc en plus supplémentaire. Et si je vois que les boîtes à bento plaisent, moi de mon côté, je vais faire mon propre merch avec les réseaux sociaux de la boîte à bento. Voilà. Ouais, c'est génial. N'hésitez pas à suivre Quentin pour Merci beaucoup. continuer à suivre son aventure, soutenir son livre, Merci. s'abonner à la S'il vous newsletter. plaît. Si vous avez envie d'en découvrir plus sur Quentin, son univers, le Japon. Je te remercie, Quentin. Est-ce que tu Merci as à un toi. dernier mot de la fin, un dernier conseil à donner aux auditeurs? Bah, de un, faut pas avoir peur du regard des autres parce que de toute façon, ils iront jamais à votre enterrement parce qu'ils vous connaissent pas assez. Donc pourquoi s'occuper de leur point de vue? En deux, accomplissez vos rêves. Comme dit, c'est la mentalité Neketsu. La mentalité Neketsu, ça veut dire la mentalité du sang chaud. On va accomplir nos rêves, on va aller au-delà de nos difficultés. Et puis voilà. Des bisous. Magnifique, c'est superbe. J'en profite pour vous Merci. inviter à vous abonner à la chaîne si vous l'avez pas encore fait. Abonnez-vous. Donnez-nous un petit 5 étoiles pour qu'on arrive à remonter dans toutes les plateformes. Et merci à tous. On se retrouve au prochain épisode. Avec grand plaisir.